ce sont des jeunes. Ils font probablement face à de nombreux défis que votre génération n'a peut-être pas connus à cause des choses qu'ils traversent. La digitalisation est à son apogée en ce moment. L'intelligence artificielle menace leurs emplois. Ils ont des problèmes de couple où leurs partenaires ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas une certaine moto, n'est-ce pas? Tout cela est une préoccupation, un fardeau pour la génération d'aujourd'hui. Quel serait votre conseil pour qu'ils prennent du recul et réfléchissent aux choses importantes dans la vie? Vous devrez vivre avec vous-même. Vous pouvez avoir un super vélo, ou une super femme ou un super travail. Vous vivez ici et non là-bas. Nous vivons tous ici, hein? N'avez-vous pas expérimenté à quel point vous pouvez vous sentir misérable, même dans les palais les plus somptueux? Alors dehors, vous avez des richesses qui s'étendent et intérieurement, vous vous sentez extrêmement appauvri, hein? Nous vivons ici. Et s'il y a un vide, un manque et de la pauvreté à l'intérieur, peu importe combien vous êtes riche dehors, hein? Et ce n'est pas juste de la rhétorique. Ceci est un fait. Ouais. Nous devons tous vivre avec nous-mêmes. En ce moment, nous sommes tous les deux face à face. Mais nous ne sommes pas deux. Nous sommes quatre. Je suis avec moi-même. Vous aussi êtes avec vous-même. Et c'est la relation qui compte le plus. Comment vous êtes avec vous-même? Comment vous êtes avec vous-même? Alors gardez ça à l'esprit. Que plus que tout ce que vous avez à l'extérieur, ce qui compte le plus, c'est comment vous vivez à l'intérieur. Et si cela compte le plus, alors cela doit être la priorité. D'accord. Est-ce que cela signifie que vous prenez plus d'efforts pour comprendre ce qu'est votre santé mentale? Évidemment, évidemment. Vous devez vous accorder du temps. Tout ce qui est important mérite du temps, n'est-ce pas? Alors combien de temps nous accordons-nous vraiment? Soyez avec vous-même. Voyez ce que ceux qui savaient, les sages, les voyants, les philosophes, les sages, ce qu'ils avaient à dire sur la vie. Et puis, avec votre propre observation originale, essayez de voir comment le monde fonctionne, comment vous fonctionnez, et comment vous vous rapportez à ce qui se passe dans le monde. Et puis, avec courage, tracez votre propre chemin. Déterminez votre propre voie. Hein? Vous avez une vie, et c'est une vie très, très personnelle. Personne ne va mourir avec vous. Vous devez vivre avec vous-même. Et si vous devez vivre avec vous-même, alors vous devez, dans votre solitude, découvrir qui vous êtes, ce que vous devez être, et donc comment vous devez agir. Mais n'est-ce pas pour cela que nous prenons beaucoup d'aide, disons des livres de motivation, des livres de développement personnel, apprendre des expériences des gens? N'est-ce pas pour cela que nous cherchons de l'aide? Vous voyez, la machine que nous sommes a un moteur à elle. Elle a son propre moteur. Personne n'apprécierait une voiture, qui doit être constamment poussée par 5 personnes. L'aide extérieure n'est utile que tant qu'elle réduit le besoin de recourir à une aide extérieure. Comme démarrer un scooter. Hein? D'accord. Donc vous ne voulez pas lui donner des coups tout le temps. Après 2 ou 3 tentatives, le besoin de cette force extérieure doit disparaître. Donc, quand vous écoutez les autres, motivateurs, influenceurs, qui que ce soit, vous devez vous demander, est-ce que cette personne est vraiment capable d'allumer mon propre moteur? Ou bien est-ce qu'il est simplement
Vous savez, en train de me donner pour un moment une impulsion extérieure? D'accord. Il est certain qu'il y a un moteur en vous. Et c'est une grande mesure de liberté que de fonctionner à partir de votre propre moteur D'accord. intérieur. Je ne nie pas qu'il y a des moments où vous avez besoin d'une aide extérieure, ou d'une impulsion, ou d'un soutien, quel qu'il soit. Cela est acceptable. Cela fait partie du fait d'être humain. Mais si on s'habitue aux béquilles, alors c'est une tragédie. D'accord. Je réfléchis simplement à savoir s'il est conseillé de commencer avec des béquilles, puis de vous demander, ai-je encore besoin de cette béquille ou non? L'intention doit être correcte, vous voyez. L'intention doit être correcte, tout va bien. Commencer avec des béquilles est bien. Commencer sans béquilles est bien. Ne pas avoir la bonne intention n'est pas bien. L'intention, et cette intention dans, d'une manière plus poétique, on l'appellerait amour. Il doit y avoir un amour pour la liberté. Surtout en tant que jeune. On devrait rester jeune toute sa vie, vous voyez. Mais vous savez, au moins lorsque vous êtes dans la vingtaine ou la trentaine, vous devez avoir un désir ardent de vivre en tant qu'entité souveraine. Vous savez? Et lorsque cela est présent, alors tout ce qui se présente à vous serait utilisé à juste titre. D'accord. Y compris les béquilles. Y compris les béquilles. Mais si cet amour n'est pas là, alors même si la voiture fonctionne, vous appuyeriez sur les freins et éteindre le tout. Donc la bonne intention. Il n'y a pas de formule sûre ou éprouvée pour invoquer cette intention. D'accord. Mais la bonne entreprise aide, les bons livres aident, le bon enseignement aide, le bon environnement aide. À l'inverse, vous déménagez dans un mauvais environnement et vous avez tout perdu. Vous perdez la compagnie des bons livres et vous perdez souvent tout. Alors il faut être prudent. Nous avons juste le potentiel pour bien vivre. Mais réaliser ce potentiel est une toute autre affaire. D'accord. Et quelles sont vos pensées sur la corporatisation de l'amour, les Tinders du monde, les Bumbles du monde? Cela ne vaut pas la peine d'en parler. Cela sonne tellement, tellement grossier. Vous savez, la corporatisation de l'amour, vous savez comme cela heurte l'oreille. Alors que dois-je dire? Quand je même prononce le mot amour. Mais c'est là que les jeunes vont chercher du soutien, de l'aide, de l'amour. C'est la partie ironique probablement dans ce monde numérique incroyablement connecté. Vous devez chercher l'amour dans ces endroits. Essayez si c'est ce qui se passe. Allez, faites l'expérience. Mais vous devez avoir l'intention de vraiment le tester pour ce qu'il est vraiment. Vous savez, l'expérience est une chose, et la réalisation en est une autre totalement différente, n'est-ce pas? Vous pouvez continuer à vivre des expériences pendant 70 ans, sans jamais réaliser ce qu'est vraiment la vie. D'un autre côté, en tant que personne ayant la bonne intention, même 2 heures d'une expérience, peuvent suffire pour vous permettre de voir ce qui se passe vraiment. Donc, si c'est ce qui se passe, cette corporatisation dont vous parliez, très bien, voyez comment ça fonctionne. Allez rencontrer un homme ou une femme de cette façon. Expérimentez et sans passion, puis voyez ce qui se passe. Vous savez, regardez en vous-même, regardez dans l'autre, regardez dans la relation, et soyez honnête à propos de tout cela. Ne vous mentez pas. Vous savez, pourquoi j'ai soulevé ce point? C'est parce que le calme ou le plaisir est quelque chose que nous n'apprenons souvent pas. Que ce soit l'éducation scolaire, que ce soit
l'éducation supérieure, c'est quelque chose qui est toujours venu, c'est quelque chose qui est toujours dissimulé, et c'est ainsi que nous grandissons également. Et c'est regrettable, car nous venons de la terre du Kama Sutra, n'est-ce pas? Ces mêmes corporatisation des applications d'amour ou des entreprises qui ont, en quelque sorte, vous savez, été présentes sur le marché ou qui se portent très bien, vous poussent probablement vers cela. Je ne pense pas que dans un IIT ou un IIM, les étudiants sont naïfs à propos du sexe. En fait, il y avait tellement de porno disponible sur le campus. Qui ne sait pas ce qu'est le plaisir, ou le calme, ou le sexe, hein? Il y avait des dossiers entiers. Non, mais est-ce la bonne manière de s'y prendre? Regarder du porno et comprendre le sexe. Ce n'est pas une question de la bonne manière. C'est une question d'où vous venez. Lorsque vous venez d'un centre de consommation, le corps féminin, ou même le corps masculin, n'est qu'une autre chose à consommer. Vous voyez, le C, le centre de l'ego. Le centre pracritique normal de l'ego est si creux, si incomplet, si peu sûr qu'il ne peut s'empêcher de voir tout dans le monde comme quelque chose à consommer. Qu'est-ce que l'ego? Une bête affamée à l'intérieur. Oui. Une bête qui a toujours faim et reste affamée malgré tout ce que vous lui donnez à manger. Donc, il y a la femme. Que représente la femme pour moi? Nourriture? Chair? Je vais la manger, littéralement. Il y a de l'argent. Il y a cette voiture. Il y a mon ami. Il y a ce cours. Est-ce que je m'inscris à un cours par amour de l'apprentissage? Non, pas du tout. Je veux consommer. Donc la raison pour laquelle je me mets en couple avec la fille est à peu près la même que celle pour laquelle je m'inscris à ce cours ou que je rejoins un IIM. Je veux tout consommer, y compris le corps féminin. Ou si je suis une femme, alors un corps masculin. Donc de ce centre, évidemment, vous regardez le monde d'une manière d'appropriation. Et vous restez également insécurisé parce que c'est aussi la façon dont tout le monde vous regarde. D'accord. Vous voulez vous régaler de l'autre. Et l'autre veut vous chasser, n'est-ce pas? Donc, vous êtes à la fois agressif et peu sûr de vous. Donc cela va arriver. Le véritable amour est une chose purement spirituelle. Vous ne pouvez pas avoir de véritable amour sans avoir payé le prix pour acquérir une éducation spirituelle. Vous devez être spirituellement instruit, sinon vous ne connaîtrez jamais l'amour. Vous pouvez vivre toute votre vie sans connaître ne serait-ce qu'un seul instant d'amour. Et vous pouvez également avoir une relation très stable. Vous pouvez dire, vous savez, j'ai eu une épouse depuis 50 ans. Et nous avons 2 enfants. Et nous avons toujours été loyaux l'un envers l'autre. Et les gens nous regardent comme un couple idéal. Et toutes ces choses seront là. Toujours est-il que vous êtes un couple très, très dépourvu d'amour. Vous êtes sans amour parce que l'amour n'est pas une question de 2 personnes qui se rapportent l'une à l'autre. L'amour concerne le centre d'où vous venez. Et quand il y a de l'amour, il ne restera jamais limité à une seule personne ou à une seule famille. C'est votre existence même. Vous le rayonnez. Vous serez aimant envers le chien dans la rue. Vous serez aimant envers des personnes inconnues. Vous serez aimant envers des personnes qui ne comptent pas pour vous, ou même des personnes qui vous ont fait du mal ou vous ont lésé. Donc l'amour n'est pas quelque chose de naturel. C'est une grosse erreur. Nous pensons que, vous savez, l'amour est quelque chose qui peut venir à vous. Tout comme vous. Tout comme vous poussez une barbe. De manière naturelle avec l'âge. Vous savez, les hommes poussent une barbe. Les femmes développent une poitrine. Et puis, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça peut arriver. Et si quelqu'un n'a pas de centre spirituel, on ne peut être qu'au plus lubrique. Rien de plus que ça. On peut être poliment lubrique. On peut être un gentleman plein de désirs. Tout cela est possible.
mais on ne peut jamais être aimant. L'amour est une chose différente, Une planète complètement différente. Vous devez y être, et vous devez payer le prix. Sans un contexte spirituel, l'amour n'est pas du tout possible. Permettez-moi de le dire très clairement. Je sais que cela ne serait pas seulement décevant, mais activement offensant pour beaucoup de gens. Mais c'est ainsi. D'accord. Alors quoi? Alors qu'est-ce que la discipline? La discipline, au sens véritable, signifie remettre en question vos propres schémas. Remettre en question vos propres schémas, liés au mot disciple. Qui est un disciple? Quelqu'un qui suit, qui doit être suivi. Quelqu'un qui est digne d'être suivi. Vous savez? La vérité est à suivre. La liberté est à suivre. Donc si vous êtes un disciple avec de la discipline, alors vous remettez en question vos propres schémas qui sont vos entraves, parce que la liberté vous appelle. Alors vous dites, je ne vais pas tolérer mes chaînes. Je ferai tout pour défier mes propres structures internes. C'est ça la discipline. La discipline ne concerne pas l'obéissance. La discipline ne consiste pas à obéir à des commandements extérieurs. La discipline, c'est d'abord réaliser qui vous êtes, ce qui vous passionne vraiment, ce qui vous appelle réellement, et donc ce que vous devez conquérir en vous-même. C'est ça la discipline. Correct. Et si je devais parler de la discipline chez les jeunes ou les jeunes aujourd'hui, qu'en pensez-vous? J'ai une idée générale de la controverse à ce sujet que je ne veux pas, vous savez, exposer sur cette plateforme particulière. Je veux avoir votre avis. Pensez-vous que cette génération en particulier ou la génération à venir ont les bonnes bases pour être disciplinés, ça? Si vous ne venez pas du bon centre, je reviendrai toujours à ça, vous savez. Ça commence à devenir ennuyeux. Mais pour rien, vous savez. Si vous ne venez pas du bon centre, vous pouvez être soit obéissant, soit désobéissant. Mais vous ne pouvez jamais être discipliné. Donc vous aurez des jeunes obéissants et vous aurez des jeunes désobéissants. Mais jamais disciplinés. Être discipliné est une chose très différente. La discipline et l'amour vont de pair. Et seul l'amour peut vous inciter à la discipline. L'obéissance peut provenir de la peur. La désobéissance peut venir d'un sentiment de représailles, d'indifférence, ou peu importe. Absence de peur, absence de motivation, absence de cupidité, tout cela peut mener à la désobéissance. Mais discipline, c'est un beau mot.